Après 3 ans de prison, Véronique est venue me chercher, accompagnée de son premier amour, Victor. Elle a dit « J'ai entendu dire que tu t'étais assagi, alors je vais te donner une chance de te racheter. Prends exemple sur ton frère Victor et arrête de causer des problèmes. » Tout le monde pensait que je serais fou de joie, que j'obéirais à Véronique et que je m'accrocherais à cette bouée de sauvetage sans jamais la lâcher, mais je me suis simplement approché calmement et j'ai fait une profonde révérence en signe de gratitude. Véronique a légèrement froncé les sourcils. « Joseph, je serai bientôt ta femme. Pas besoin d'être si formel. » J'ai souri. Très bientôt, je n'aurai plus besoin de m'accrocher à quoi que ce soit. 3 ans d'usure et j'avais enfin accumulé assez de points. Il ne me restait plus que 10 jours et je pourrais quitter ce monde pour toujours. À partir d'aujourd'hui, Joseph met fin à son rôle et rompt une bonne fois pour tout avec Véronique. Je venais à peine de descendre de la montagne, je n'avais même pas eu le temps de mettre des vêtements propres quand on m'a appelé pour que je sorte dans un terrain vague. Là, plus d'une douzaine de voitures de luxe étaient garées en rang. Le SUV noir en tête de file était celui de Véronique. Avant même que je puisse m'approcher, j'ai entendu des voix bruyantes. 3 ans sans le voir, je me demande comment va notre petit maître maintenant. Petit maître? Si la famille Cruz ne l'avait pas recueilli, il dormirait déjà sous un pont. Joseph a toujours été arrogant. Un peu de souffrance lui fera du bien, comme ça il apprendra ce que c'est que la vie. La dernière voix, douce et posée, je l'ai reconnue immédiatement. C'était celle de Victor. C'était le premier amour de jeunesse de Véronique qu'elle avait poursuivi sans succès depuis son retour au pays. Victor avait passé la plupart de son temps à vivre chez les Cruz. Il y a 3 ans, lors d'une dispute, je l'ai blessé accidentellement et Véronique m'a forcé à monter sur la montagne pour me réhabiliter. Quand elle m'y a emmené, elle a dit « Si 3 ans ne suffisent pas à te corriger, alors ce sera 6 ou 10. Joseph, tu es jeune, mais si cruel. Je te punis parce que je veux ton bien. Avec un tel caractère, comment pourrais-je être le gendre des Cruz? Pour mon bien, elle m'a jeté seule sur la montagne, à la merci des autres. Pour mon bien, elle ne m'a pas laissé un sou. Pour mon bien, elle a coupé tout contact avec le monde extérieur, m'enfermant dans une cage de fer muet et invisible. J'ai voulu rire, mais je n'ai pas pu. Le vent de la montagne était glacial, il agitait mes cheveux secs et blonds, les collant à mon visage et à mon front comme de l'herbe séchée. Ce visage autrefois, plein de vie, était maintenant ridé et flétri comme du papier mouillé. J'avais à peine 22 ans et j'avais déjà des rides. Victor n'avait pas tort. La dernière fois, ce n'est pas par générosité qu'il ne m'a pas dénoncé à la police, sinon j'aurais passé encore plus de temps en prison. Il a souri doucement. Je ne veux pas non plus mettre Véronique dans l'embarras. Après tout, Joseph sera son futur mari. Après avoir dit cela, il la regardait avec les yeux humides. Il pariait rien sur la réaction qu'aura Joseph en voyant Véronique. Que pourrait-il faire d'autre? Il sera sûrement fou de joie et se collera de nouveau à elle comme un toutou sans plus la lâcher d'une semelle. En passant par ici, j'ai vu à quel point cet endroit est misérable, rien que des chemins de terre. Avec le caractère violent de Joseph, Véronique a dû en baver cette fois. Elle a souri calmement. Je suis venu chercher Joseph uniquement pour voir s'il a vraiment changé. Et s'il n'a pas changé, sa voix était sereine comme l'eau. Alors, il restera 3 ans de plus. Et quand sera-t-il de vos fiançailles demanda Victor, le regard tendu. Bien sûr, le mariage sera reporté. En entendant cela, Joseph baissa la tête, l'air triste. C'est à ce moment-là que quelqu'un dans la foule m'a reconnu. C'est pas possible. C'est Joseph, ça? Impossible, je connais bien son visage. Tout le monde s'est retourné en même temps, les yeux remplis de stupeur. Véronique, on dirait bien que c'est Joseph. Victor, tout naturellement, lui prit le bras et me désigna du doigt. Regarde le collier qu'il porte. Le regard de Véronique se posa enfin sur moi et s'arrêta sur ce petit pendentif en argent. Quand ces hommes m'ont sorti de force de la maison des Cruz, ils ne m'ont rien laissé emporter. Sauf ce collier, le seul souvenir de mon père, elle au moins n'avait pas permis qu'on me le prenne. Sa voix était froide, très différente de la douceur avec laquelle elle parlait à Victor juste avant. Autrefois, j'aurais été jaloux, je me serais mis en colère et je me serais disputé avec elle. Mais maintenant, mon cœur était comme une feuille morte tourbillonnant dans le vent d'automne, sans tristesse ni joie. « J'ai entendu dire que tu t'étais assagi, mon garçon, » dit Véronique. « Alors je vais te donner une chance de te corriger. Ton frère Victor est gentil et généreux. Quand nous rentrerons à la capitale, prends un peu exemple sur lui, ne cause plus de problèmes et n'inquiète plus la famille. » Je n'ai pas répondu, j'ai seulement hoché légèrement la tête. Véronique fronça encore plus les sourcils. Avant, ma vitalité et mes paroles l'agaçaient. Chaque fois qu'elle me voyait, elle fronçait les sourcils. Maintenant que je suis comme elle le voulait, silencieux, je l'agace quand même. Mais je ne me soucie plus de sa joie, de sa colère ou de sa froideur. Je suis juste resté là, immobile, comme une bûche, sans la moindre émotion. « Joseph, qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe ?» demanda un jeune homme du groupe, en me regardant avec un mélange de curiosité malsaine et de pitié. J'ai baissé les yeux un instant. Le premier hiver a été trop froid. Pendant que je coupais du bois, une bûche est tombée sur mon pied et mon ongle s'est arraché. Il n'a jamais repoussé. J'ai rentré ma jambe, mais mes sandales rapiécées 1000 fois ne pouvaient plus cacher la blessure,
alors j'ai simplement ignoré. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais blessé? Où est l'argent que je t'ai donné? Pourquoi n'as-tu pas acheté de médicaments? La voix de Véronique devint de plus en plus froide. Je ne comprenais pas pourquoi elle était si en colère. Je n'ai pu que baisser la tête, espérant qu'elle se calmerait et me ramènerait en ville, car il me restait encore quelque chose de très important à faire. C'est bon, il se fait tard. Attends-moi ici, je pars devant, dit Véronique. Dès qu'elle a eu fini de parler, je me suis profondément incliné. Merci, merci Véronique. Ma voix était basse, mais chaque mot sonnait clair et ferme. Soudain, tout est devenu silencieux. On n'entendait que le vent qui soufflait au loin, sifflant parfois avec un froid mordant. Peut être que toutes les personnes de la haute société présentes étaient venues par simple curiosité, pour voir dans quel état j'étais après 3 ans. Ou peut être qu'ils voulaient juste s'amuser à mes dépens. C'est pour ça que plus de 20 personnes étaient venues, mais maintenant tout le monde se taisait. Même Victor me regardait, les yeux grands ouverts. Véronique resta perplexe un instant, puis son expression vira à la colère. « Joseph, je suis ta fiancée. Tu n'as pas à être si formel, ne te rabaisse pas comme ça. Je sais que tu me détestes de t'avoir envoyé là, bas pendant 3 ans, mais c'est toi qui as attaqué le premier. » Victor a failli perdre un œil. Qui d'autre peux-tu blâmer? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contenir la tempête en moi. J'ai serré les poings. Mes doigts, endurcis par le travail, enfonçaient presque mes ongles dans ma peau, mais je n'ai rien dit. Plus que 10 jours. 10 jours et je quitterai ce monde pour toujours. Rien de ce qui les concerne n'aurait plus de rapport avec moi. En y pensant, j'ai ressenti une étrange légèreté. Monsieur Victor, pour ce qui s'est passé la dernière fois, je suis vraiment désolé. Je me suis de nouveau incliné profondément, cette fois devant Victor, plus bas encore que devant Véronique. Son visage est devenu blême, ses dents ont claqué pendant près d'une demi-minute, puis, soudain, elle s'est avancée et m'a saisi le poignet. Joseph, je ne sais pas ce que tu manigances, mais je te préviens, ne fais plus jamais de mal à Victor ou à sa fille. Si ça se reproduit, je ne te pardonnerai pas. Elle m'a poussé vers la voiture et m'y a fait asseoir brusquement. Je peux t'emmener à la capitale, mais je peux aussi te ramener ici même. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai parlé calmement. C'était peu être la première fois de la journée que je la regardais vraiment avec sérieux. Dans ce monde, j'ai perdu mes parents quand j'avais 3 ans. La famille Cruz m'a adopté et je les considérais comme ma vraie famille. À l'adolescence, je suis tombé amoureux de Véronique et nous nous sommes fiancés jusqu'à ce qu'elle accueille Victor et sa fille chez nous. Alors, j'ai vu de mes propres yeux comment elle les protégeait, comment elle les favorisait et comment elle me traitait comme un ennemi mortel. Autrefois, je me suis mise en colère, j'ai crié, je me suis battu, j'ai même pensé à mourir. Mais je n'ai jamais voulu leur faire de mal, ni à Victor, ni à sa fille. Malheureusement, à part mon père adoptif, personne ne m'a cru. Quand on m'a emmené, il était déjà malade, faible, trop épuisé pour me défendre. Véronique, tu peux être tranquille, je n'agirai plus sur un coup de tête, je vais tout changer. Peut être que ma docilité lui a plu, ou peut être athée, elle simplement eut pitié en me voyant si anéanti. Son regard s'est adouci, et elle a même tendu la main pour me caresser la tête. Joseph, si tu avais été aussi raisonnable avant, tu n'aurais pas souffert pendant 3 ans. Quand nous rentrerons, traite bien Victor. Considère-le comme ton frère, d'accord? J'ai souri faiblement, un sourire si vide qu'il m'a semblé absurde à moi-même. Frère, quelle ironie! Véronique m'a ébouriffé les cheveux, pas doucement. Allez, va te doucher et te nettoyer. Ne laisse pas père adoptif te voir dans cet état. J'ai baissé les yeux et acquiescé docilement, mais elle a froncé les sourcils en regardant sa propre main. Ma peau, maintenant rêche à cause du vent, gerçait en hiver. Elle savait bien à quel point je m'étais soucié de mon apparence auparavant. Ma chambre était maintenant celle de Victor, mon bureau, la salle d'études de sa fille. Le 2e étage qui n'appartenait autrefois qu'à Véronique et à moi était maintenant leur foyer à 3. Victor a tiré ma manche, l'air désolé. « Joseph, je vais faire nettoyer une chambre tout de suite. Ne te fâche pas, tu peux rester dans le salon en attendant. » J'ai retiré mon bras voulant aller prendre un bain et rendre visite à père adoptif, mais Victor m'a de nouveau arrêté. « Tu m'en veux ? Ne t'inquiète pas, je vais dire à Simel de sortir ses affaires tout de suite. » Sortir quelles affaires? Tante Véronique a dit que c'était ma maison. Je vivrai où je veux, Victor. Simel, sa fille, a dévalé les escaliers en pleurant et en criant. Victor a essayé de la calmer, mais la petite a attrapé une tasse de thé et me l'a lancée. Il a voulu l'arrêter, mais il n'a pas eu le temps. La tasse ne m'a pas atteint au visage, mais au genou. Victor m'a regardé et soudain il a giflé sa fille. Comment oses-tu être aussi insolente? Tante Véronique a juste été polie. C'est la maison d'oncle Joseph. Non pas la nôtre. Tu as une autre maison, tu comprends? En disant cela, il a lui-même fondu en larmes. Véronique est entrée juste à ce moment-là, voyant le père et la fille enlacés, en larmes. Tante Véronique, est-ce que tu vas nous chasser, père adoptif et moi? Qui a dit ça? Jamais je ne vous chasserai. Elle s'est accroupie et l'a prise dans ses bras. Alors, pourquoi dès qu'il est revenu, veut-il nous chasser de notre chambre? Tante Véronique, je ne veux pas vivre dans la chambre de service. Le visage de Véronique s'est peu à peu assombri.
Joseph, tu es toujours le même, tu reviens à peine et tu compliques déjà tout. Ils sont si malheureux, ne peux-tu pas avoir un peu de compassion? Véronique, ne dis pas ça. Victor a relevé la tête, les larmes coulant sans cesse, sa silhouette frêle inspirant la pitié. Cette maison est à toi et à Joseph. Ma fille et moi ne sommes que des invités. Nous savons quelle est notre place. Pas la peine de changer de chambre, restez-y, a dit Véronique d'une voix froide. Puis elle s'est tournée vers moi, me regardant d'un air réprobateur. Si tu as quelque chose à redire, dis-le-moi, Joseph. Si tu te mets encore en colère, que tu causes des problèmes ou que tu oses t'en prendre à eux, Joseph, tu sais quelles en seront les conséquences. Je l'ai regardé, mais Victor a détourné le regard, et quand j'ai regardé Simmel, ses yeux encore humides brillaient d'une satisfaction dissimulée. Finalement, j'ai de nouveau posé mon regard sur Véronique. Elle semblait m'attendre avec cette même expression, l'expression habituelle, celle qui s'enflammait instantanément à la moindre anse de jalousie. Pourtant, j'étais calme comme un lac paisible, j'ai même souri légèrement. Il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit. Je peux rester dans n'importe quelle chambre, même celle de service me convient. J'ai dit cela sans émotion, j'ai ramassé le sac en toile usé par terre et je suis monté. Après tout, il ne restait que 10 jours, il suffisait d'endurer encore un peu. La chambre de service valait mieux que cette maison humide et délabrée où j'avais été reclus. Je n'ai rien choisi, je me suis juste douché, changé et je suis descendu. J'avais l'intention de rendre visite à mon père adoptif immédiatement. Pour aller du bâtiment principal au garage, il fallait traverser le jardin. Le soleil se couchait déjà à l'horizon. Véronique jouait au tennis avec Victor et la petite Simmel. Au début, elle ne faisait que les regarder, mais dès que je suis sorti, elle s'est approchée de Victor par derrière et lui a pris le poignet. « Ta façon de tenir la raquette n'est pas la bonne », a-t-elle dit. De là où j'étais, on aurait dit que Victor l'enlaçait par derrière. Il a légèrement rougi, m'a lancé un regard de défi et délibérément s'est penché davantage vers elle, collant encore plus son corps au sien. « Tu ne trouves pas que je suis un peu maladroit, Véronique ? Ce n'est rien, laisse-moi te montrer. » La petite Simmel a applaudi avec enthousiasme. Tante Véronique et père adoptif, on dirait un couple. « Ne dis pas de bêtises », a balbutié Victor, nerveux. Je ne les ai même pas regardés, j'ai traversé le jardin sans m'arrêter et je me suis dirigé rapidement vers la voiture garée au loin. Mais juste avant de monter, je me suis souvenu de quelque chose. Je me suis tourné vers le jardin. Les hibiscus préférés de mon père adoptif n'avaient pas encore fané. Je suis revenu sur mes pas avec l'intention d'en cueillir une pour la lui apporter à l'hôpital. Mais à peine avais-je fait 2 pas que Victor a pris Simmel et l'a cachée derrière Véronique, avec une expression étrangement méfiante. Véronique a ouvert les bras pour les protéger et a crié « Joseph, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» Je ne les ai pas regardés. Je me suis simplement dirigé vers le parterre de fleurs, j'ai cueilli 2 belles fleurs et je suis parti sans un mot. C'est pourquoi je n'ai pas vu le regard sombre avec lequel Victor m'a suivi du regard, ni l'expression confuse de Véronique, qui est restée immobile à regarder dans ma direction même quand Victor l'a appelé plusieurs fois sans obtenir de réponse. 3 ans ont passé et la santé de père adoptif se détériorait de plus en plus. J'ai attendu longtemps à l'hôpital jusqu'à ce qu'il reprenne conscience pour un bref instant. L'aide-soignant a dit qu'il ne reconnaissait plus personne, mais quand j'ai tenu un hibiscus près de son lit, il m'a reconnu tout de suite. « C'est toi, Joseph !» Les larmes me sont immédiatement montées aux yeux. « Père adoptif, je suis arrivé en retard. » Sa main fine et tremblante a caressé mon visage, ses yeux remplis de tendresse et de tristesse. « Tu es trop maigre, comme ça tu ne pourras pas faire de sport. Tu dois prendre un peu de poids, mon fils. » Sa voix était faible. Il m'a regardé, a regardé la fleur et a fermé les yeux. Entre lucidité et délire, sa conscience s'estompait peu à peu. La maladie était déjà dans sa phase terminale. J'ai posé la fleur sur la table de chevet, je me suis penché et lui ai murmuré à l'oreille « Père adoptif, tu vas te rétablir. Quand tu seras guéri, divorce, éloigne-toi de la famille Cruz et vis la vie libre dont tu as toujours rêvé. » La maladie de père adoptif était le résultat d'années d'angoisse et d'humiliation. Tout a commencé à cause de sa femme, mère adoptive, qui le trompait depuis des années, allant même jusqu'à amener son amant à la maison lorsque, tous 2 malades, ils ne supportèrent plus les ragots. Il a décidé de partir, de s'éloigner de ce monde de faux-semblants. Avant de quitter cette vie, son bien-être était mon seul désir. Pendant 3 ans, j'ai enduré la douleur et la misère sans abandonner ni m'enfuir pour 2 raisons. Premièrement, pour accumuler assez de points pour retourner dans mon monde d'origine, où des gens qui m'aimaient m'attendaient encore. Et deuxièmement, pour réunir les points nécessaires afin d'offrir un corps sain à père adoptif. Et maintenant j'avais atteint ces 2 objectifs. Pendant les 9 jours restants, j'ai passé presque tout mon temps à l'hôpital. La santé de mon père s'améliorait slowly. Chaque jour, il restait conscient plus longtemps. Je retournais rarement à la maison des Cruz. Quand je le faisais, je les voyais souvent. Véronique, Victor et Simmel jouant joyeusement dans le jardin. 3 ans plus tôt, une telle scène aurait suffi à me déchirer le cœur. Jalousie, rage, rancœur, j'étais plongé dans une tristesse sans issue.
Mais maintenant, je ne ressentais plus rien. Après m'être douché et changé, j'ai demandé à la cuisine de préparer une soupe nutritive à emporter à l'hôpital. C'est alors que Véronique m'a appelé « Je veux te parler ». Je l'ai regardée calmement. « Parle ». Elle est restée silencieuse, me fixant du regard. C'était le 6e jour depuis mon retour. Ces derniers jours, tout s'était bien passé. Souvent, aux côtés de père adoptif, j'avais repris 2 ou 3 kilos. Mon visage avait meilleure mine, ma peau était un peu plus vivante. Je m'étais coupé les cheveux, me débarrassant des mèches sèches et jaunies. Je paraissais plus jeune. Après tout, je n'avais que 22 ans. Véronique m'a regardé et son regard s'est un peu adouci. Père adoptif dit que tu prends très bien soin de lui, il ne cesse de te faire des éloges. Ces 3 années t'ont beaucoup fait mûrir, Joseph. Tu t'es vraiment amélioré. Elle a hésité un instant avant d'ajouter « Seulement, le mariage devra être un peu reporté ». Je l'ai interrompu d'une voix calme. « C'est bon, organise-le comme tu veux, Joseph. » Véronique a semblé surprise, mais j'avais déjà fini ma soupe et je m'apprêtais à partir. Cette fois, ce serait pour toujours. Je voulais seulement consacrer le temps qu'il me restait à la seule personne qui comptait encore pour moi, mon père adoptif. « Tu es contrarié ?» a demandé Véronique en m'arrêtant. Elle m'a pris par le bras. Je lui avais déjà dit de faire comme elle le voulait. Je ne voulais ni me disputer, ni perdre plus de temps avec elle, alors j'ai feint la docilité et j'ai répondu doucement. « Sœur, je ferai tout ce que tu diras. » C'est peut être précisément ce mot « sœur », un mot que je n'avais pas prononcé depuis des années, qui a fait légèrement vaciller le cœur de Véronique. Elle m'a regardé, son expression s'est adoucie un instant, et elle a murmuré d'une voix douce « Joseph ». Véronique a levé doucement la main, comme pour me caresser la tête comme elle le faisait avant, mais juste à ce moment-là, la voix de Victor a retenti depuis la porte de la chambre du 2e étage. « Véronique, je me suis tordu la cheville. Tu peux venir jeter un œil ?» Elle a tourné la tête par réflexe. J'ai profité de cet instant pour sortir rapidement du salon. Derrière moi, la voix familière et délibérément provocatrice de Victor a de nouveau retenti. « Joseph, est-il encore fâché contre moi? J'avais très mal tout à l'heure. C'est pour ça que je n'ai pas pu m'empêcher de t'appeler. » « Non, il n'est pas fâché contre toi. Assieds-toi et repose-toi, je vais appeler le médecin pour qu'il t'examine. » J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à chasser ces mots de mon esprit, et je suis sorti. Le vent d'automne soufflait doucement sur mon visage. Il ne restait plus que 4 jours avant que je puisse rentrer à la maison. Ces derniers temps, Véronique faisait fréquemment des allers-retours à l'hôpital. Mon père adoptif savait déjà que je partirais bientôt, c'est pourquoi chaque fois qu'elle arrivait, il insistait pour que je rentre me reposer. Ce n'était plus comme avant, où il souriait, heureux de nous voir seuls tous les deux. La veille de mon départ, j'avais prévu de rester à l'hôpital pour m'occuper de lui, mais Véronique est arrivée. Pendant qu'elle entrait dans le bureau du médecin, mon père adoptif m'a pris la main et m'a fait asseoir à côté de lui. Il m'a caressé la tête un long moment et a dit « Joseph, vis bien ta vie. Moi, ça ira ici. » Il a pleuré. J'ai pleuré aussi. Finalement, il m'a serré dans ses bras comme quand j'étais enfant et a murmuré « Pars, Joseph, et ne reviens jamais. » Je suis sorti de la chambre sans oser regarder en arrière. J'avais été adopté par la famille Cruz à l'âge de 3 ans, quand j'étais encore un enfant innocent et perdu. Père adoptif m'a élevé comme son propre fils. Son amour et son attention dépassaient de loin n'importe quel lien du sang. Et pour moi, dans ce monde, la seule affection que je conservais encore était la sienne. Et seulement la sienne. Je suis retourné à la maison des Cruz et j'ai commencé à faire mes valises. Il n'y avait pas grand-chose que je pouvais emporter. Finalement, je n'ai gardé que les photos avec père adoptif. Les photos avec Véronique, je les ai déchirées en morceaux et je les ai brûlées. Tous les cadeaux qu'elle m'avait offerts, je les ai laissés sur la table, sans en emporter aucun. À l'aube, Véronique est revenue de l'hôpital et c'est à ce moment précis que la pièce a commencé. À peine sa voiture s'était-elle arrêtée devant le portail que Victor a dévalé les escaliers, en pleurant à chaudes larmes. « Véronique, sauve Simel! Je t'en supplie, sauve-la !» Il s'est jeté sur elle, les larmes coulant sans retenue, la voix brisée par l'angoisse. « Je sais que Joseph me déteste, n'est-ce pas? Mais s'il a quelque chose contre moi, qu'il s'en prenne à moi. Pourquoi faire du mal à Simel? Elle n'a que 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-toi calmement. » Ce matin, j'ai habillé Simel et dès qu'elle a mis ses vêtements, elle a eu une réaction allergique. Des plaques rouges sont apparues sur tout son corps. Les vêtements étaient neufs, lavés hier soir, mais quelqu'un les avait enduits d'eau de fruits de mer. La bonne a dit qu'hier soir, seul Joseph est allé à la buanderie. Il sait très bien que Simel est allergique. Il y a 3 ans, il a fait la même chose. Quand je suis descendu, le visage de Véronique était déjà blême de fureur. Oui, il y a 3 ans, Simel a failli mourir d'une allergie aux fruits de mer et le coupable désigné, bien sûr, c'était moi. À l'époque, j'avais juré que ce n'était pas vrai. Nous nous sommes violemment disputés et dans la bousculade, j'ai poussé Victor, qui est tombé et s'est cogné contre le coin de la table. Il a failli perdre un œil. Véronique, folle de rage, m'a personnellement emmené dans un endroit isolé pour m'enfermer. 3 ans plus tard, Simel a de nouveau eu une réaction allergique et cette fois, j'étais de nouveau le coupable récidiviste. Mais cette fois,
Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu. J'ai seulement souri en regardant Victor jouer sa farce. C'est précisément ce calme qui a attisé encore plus la rage de Véronique. « Joseph, as-tu quelque chose à dire ?» J'ai secoué la tête. Je n'ai rien à dire. « L'as-tu fait par ressentiment parce que le mariage a été reporté et que tu en veux à Victor ?»« Non, alors c'est toujours comme avant ?» J'ai souri faiblement. « Joseph, crois ce que tu veux. S'il arrive quelque chose à Simmel, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux que je te tue ou que je t'enferme à nouveau dans cet endroit maudit ?» Je l'ai regardé avec une expression désespérée et d'une voix tremblante. « De toute façon, tu ne me croiras jamais. J'aurais beau te l'expliquer, tu ne m'écouteras pas et tu ne me croiras pas, alors il n'y a plus rien à dire. Adieu. Il ne me reste qu'une seule façon de prouver mon innocence. Cela dit, j'ai pris le couteau à fruits qui était sur la table. Joseph, qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai regardé une dernière fois et j'ai souri tristement. Ce regard, en réalité, n'avait pas besoin d'être répété. Après tant d'années passées ensemble, comme une famille, comme des amants, cette sincérité n'avait jamais été feinte et maintenant tout était brisé. Tout avait changé. C'était la fin que je n'aurais jamais imaginée dans ma jeunesse, mais c'est bien comme ça. Tout sera bientôt terminé. En moi, il ne reste plus rien, ni rancœur, ni amour, ni douleur. Dieu a dit qu'il m'aiderait à ne pas sentir la douleur. Le couteau s'est presque entièrement enfoncé dans mon cœur, mais je n'ai ressenti aucune douleur. Mon corps est devenu faible, et je suis tombé au sol. Ma chemise blanche et immaculée s'est teinte d'un rouge intense. Des fleurs de sang, belles à en être terrifiantes, gravées dans mes os pour toujours. J'ai entendu une multitude de bruits chaotiques autour de moi, et parmi eux, le plus déchirant, les pleurs de Véronique. Mais moi, j'ai simplement fermé les yeux doucement, au milieu de la mare de sang qui s'étendait. Et en silence, je me suis abandonné au sommeil éternel. Joseph! Joseph! Véronique essayait de couvrir de ses mains la blessure qui ne cessait de saigner. Mais c'était inutile. Je pouvais sentir mon corps se refroidir peu à peu, ma respiration devenir faible, presque inexistante. Victor se tenait là, paralysé, le visage complètement blême. Les domestiques ont soudainement paniqué. Certains appelaient les urgences, d'autres criaient de désespoir et quelques-uns se sont même évanouis de peur. Un seul d'entre eux, le regard vide, est soudainement tombé à genoux en s'effondrant, et a crié « C'est lui, ce maudit Victor. Il m'a payé pour le faire. Il y a 3 ans, c'est aussi lui qui me l'a ordonné. » Ce domestique peut être rendu fou par la terreur, a pointé Victor du doigt et a avoué sans réfléchir. Monsieur Joseph a été accusé à tort. Il a toujours été innocent. Cet homme cruel a même utilisé son propre enfant. Véronique est restée figée. Elle a regardé Victor avec incrédulité, mais il a crié et, en trébuchant, il a couru à l'étage. Simmel est là. Oh! Il était vrai que Simmel était allergique aux fruits de mer, mais c'était contrôlable avec des médicaments. Personne n'avait imaginé que je mettrais fin à tout de cette façon, ruinant complètement la pièce de théâtre que Victor avait si soigneusement planifiée. Et maintenant, tout cela n'avait plus rien à voir avec moi. Le coupable a finalement été puni pour son propre péché, et ce châtiment est retombé sur sa fille. C'est peu être ça, la réalité la plus cruelle de toutes. Dieu m'a demandé « Joseph, veux-tu partir maintenant ou rester voir la fin de la pièce ?» J'ai souri et secoué la tête. « Allons-y. Je veux rentrer à la maison tout de suite, je ne peux plus attendre. Je veux voir mes vrais parents et ma fiancée qui m'attend dans l'autre monde. » Dieu m'avait dit de nombreuses fois qu'il avait observé d'innombrables mondes, mais qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi fidèle que ma fiancée. C'est pourquoi du plus profond de mon cœur, je désirais déjà rentrer, sans aucune envie de continuer à assister au spectacle de ces humains. Oui, quand il n'y a plus ni amour ni haine. Tout ce qui leur arrive n'a plus aucune importance pour moi. À peine avais-je fini de parler que le corps de Joseph rendit son dernier soupir dans les bras de Véronique. Tout s'est terminé là. Dans la faible lueur de mes souvenirs, j'ai vu une silhouette élancée debout près de la fenêtre, et en ouvrant lentement les yeux, les moniteurs à côté de moi émettaient des bips constants. Cette silhouette s'est lentement tournée vers moi. Ses yeux tremblaient, mêlant surprise, joie, émotion et une peur indescriptible, mais sous toutes ces émotions se cachait une tristesse impossible à effacer. À cet instant, tous mes souvenirs sont revenus en cascade. Quand la mémoire m'est revenue complètement, j'ai pu l'affirmer avec certitude. J'étais de retour. J'étais enfin à la maison. Ma poitrine me faisait mal, les larmes coulaient, tout semblait n'être qu'un lointain rêve. La revoir, c'était comme se retrouver après une vie entière. Sur la fiche médicale, à côté de mon lit, mon âge était de 22 ans. Dans ce monde, seuls 2 ans s'étaient écoulés, mais pour mes parents et ma bien-aimée, ces 2 années ont été un enfer. Dieu m'a dit, sans l'attachement profond de tes parents et de ta fiancée, tu n'aurais jamais eu l'occasion de revenir. Et surtout, Ariane, ma fiancée, la femme qui a juré devant les dieux, je donne la moitié de ma vie en échange du réveil de Joseph et pour qu'il vive 100 années complètes. Pourtant, je n'ai jamais été bon avec elle. Depuis nos fiançailles à 10 à 8 ans jusqu'à mes 21 ans, nous nous disputions tous les jours. J'insistais pour rompre les fiançailles. Je détestais ce mariage arrangé, je détestais son amour obsessionnel,
Je détestais une vie sans liberté, enchaînée par le destin. J'ai déversé toute ma rage et ma frustration sur Ariane. Je provoquais des disputes, je faisais des choses que je savais qu'elle détestait, en espérant que ce soit elle qui rompe les fiançailles. Après l'accident, les médecins ont déclaré que je ne me réveillerais jamais. Mes parents ont supplié Ariane de partir, de ne pas gâcher sa jeunesse pour un légume comme moi. Mais elle ne les a pas écoutés. Elle a choisi de rester, et a pris soin de moi pendant 2 années entières, avec plus de dévotion que n'importe quelle infirmière, gardant mon corps propre, sans odeur, sans blessure, malgré le long coma. Dieu a dit que ce qu'Ariane avait fait pour moi l'avait ému lui-même, et il m'a prévenu, quand tu retrouveras ton corps, tu devras chérir Ariane, vivre avec elle jusqu'à la fin, car elle ne vivra peu, être pas assez longtemps pour vieillir à tes côtés. Je lui ai promis que je le ferai. Je veux vraiment réparer mes erreurs. Je veux épouser Ariane, je veux être son mari et vivre toute une vie à ses côtés. Seulement, je n'aurais jamais imaginé qu'à peine mon corps retrouvé, ce serait Ariane qui parlerait la première. Tu as été dans le coma pendant 1 an, et j'ai vécu rongé par les remords. Si cette année-là j'avais accepté de rompre les fiançailles, être que nous ne nous serions pas disputés, que tu ne serais pas parti de la maison en colère en pleine nuit, et que cet accident de voiture ne serait pas arrivé. Ariane a doucement ajusté la monture de ses lunettes, son regard calme et serein accompagnait un léger sourire. Tu es encore très jeune, tu ne devrais pas t'enchaîner pour toujours à une femme que tu n'aimes pas. Je te laisse libre, a-t-elle dit, pour te rendre ta liberté. Elle m'a rendu la bague de fiançailles que nos familles avaient échangée des années auparavant. Son majeur était nu. La bague qu'elle portait sans jamais l'enlever n'était plus là, il ne restait qu'une marque pâle tout autour. Mes doigts aussi étaient vides. C'est alors que je me suis souvenu qu'après les fiançailles, je l'avais enlevée et ne l'avais jamais remise. Une douleur inexplicable s'est répandue dans ma poitrine. Ma gorge s'est nouée. Il y avait tant de choses que je voulais dire, mais à ce moment-là, je ne savais pas par où commencer. Voyant mon silence, Ariane n'a rien dit de plus. Elle a seulement murmuré doucement. « Repose-toi bien, rétablis-toi vite. Quand tu sortiras de l'hôpital, je ne viendrai probablement pas te chercher. Joseph, s'il te plaît, prends bien soin de toi. » Elle s'est levée. Sa silhouette élancée s'est allongée avec la lumière qui entrait par la fenêtre, si solitaire que ça en était douloureux. Je ne sais pas à quel moment mes yeux se sont embués au point de ne plus pouvoir distinguer l'expression dans les siens. Quand je serai parti, plus personne ne viendra te déranger. Ariane a levé la main comme si elle voulait me toucher une dernière fois, mais l'a arrêtée à mi-chemin, suspendue dans les airs. Je l'ai vue se retourner et juste au moment où elle commençait à s'éloigner, j'ai tendu la main et j'ai doucement saisi ses doigts. « Ariane, où est ta bague ?» J'ai senti sa main trembler, puis instinctivement, elle a essayé de se dégager, mais je l'ai tenue plus fermement. « Je te le demande, ai-je dit, où est ta bague de fiançailles ?» Elle a baissé les yeux, sa voix était rauque, presque brisée. « Elle est dans la boîte. Sors-la toi-même, Joseph. »« S'il te plaît, sors-la toi-même. » Je n'avais plus de force. Ariane a pincé les lèvres, m'a regardé profondément, puis a retiré sa main, a ouvert la boîte à côté du lit, en a sorti l'écrin de la bague et me l'a tendue. Je l'ai pris, je l'ai ouvert, j'ai sorti la bague et j'ai levé les yeux vers elle. « Ariane, donne-moi ta main. » Mais elle n'a pas bougé. Ses doigts fins se sont courbés, se refermant fermement dans sa paume. « Joseph, tu n'es pas obligé de faire ça. »« Pas obligé de faire quoi ?» ai-je demandé. « Tu n'as pas à te forcer juste par gratitude. » Je l'ai regardé fixement. « Tu crois vraiment que je suis ce genre d'homme ?» Non, Ariane n'a pas répondu. Mais dans ses yeux, toujours couverts d'un voile de tristesse, une faible lueur a semblé s'allumer. « Si tu veux me remercier, il y a bien d'autres façons de le faire. Pourquoi utiliserais-tu toute ta vie juste pour me rembourser, Joseph ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ai-je répété, comme si je me posais aussi la question. Peut-être que ces années vécues dans l'autre monde, sans mémoire, m'ont fait comprendre quelque chose. Le Joseph de ce monde aimait déjà vraiment Ariane depuis longtemps. Seulement il était trop jeune, trop confus pour le reconnaître, et c'est pour ça qu'il fuyait, c'est pour ça qu'il la rejetait. Mais maintenant, le vrai Joseph, c'est moi, celui qui est en face d'elle. Je l'ai regardée et j'ai souri doucement. Toutes les peines du passé ne méritaient plus d'être racontées. Elle ne ferait que faire souffrir davantage celle qui m'a toujours aimé. Ariane, ai-je dit, pendant ces 2 années de sommeil, j'ai fait un très long rêve. Dedans, nous vivions toute une vie ensemble, nous étions heureux, et dans ce rêve, je me suis promis que si un jour je me réveillais, je t'épouserais. Bien sûr, seulement si tu voulais encore être ma femme. Je l'ai regardée fixement, attendant sa réponse. Elle est restée silencieuse un long moment, puis a finalement murmuré. « Joseph, peut-être qu'en dormant pendant 2 ans, tu as oublié certaines choses. Quand tu te souviendras de qui je suis vraiment. Et si tu veux toujours l'accepter, alors nous nous marierons. » Qui tu es vraiment, Ariane ? Ai-je répété. Dieu me l'avait déjà laissé entendre. Elle avait quelques années de plus que moi, et son désir de possession, son émotivité, était si intense que c'en était terrifiant. Quand nous étions jeunes, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'éloigner. Je ne pouvais pas m'éloigner d'elle. Je n'aurais jamais imaginé qu'en réalité, Ariane était le portrait craché d'une protagoniste yandere de roman. Non seulement Ariane m'aimait à l'extrême, mais elle avait aussi une obsession maladive.
Dans le manoir de sa famille, il y a une pièce secrète remplie de photos de moi, de mon enfance à l'âge adulte, et elle gardait tout ce qui m'avait un jour appartenu, même les billes en verre avec lesquelles je jouais enfant et la maquette cassée. La photo de mon 18e anniversaire, elle l'a agrandie pour en faire un immense poster et l'a accroché juste sur le mur en face de la porte d'entrée. Ce que j'ai eu le plus de mal à croire, c'est qu'elle avait aussi gardé la lettre d'amour que j'avais écrite à une autre fille au lycée. Je l'ai regardée, incrédule. « Ariane, où as-tu eu tout ça ?» Elle m'a offert une tasse de thé encore tiède avec un regard serein. « Tu n'es pas en colère? Tu ne penses pas que je suis malade et que tu devrais me détester encore plus ?» J'ai réfléchi un instant et je me suis rendu compte qu'en réalité, je ne la détestais pas et ça ne me semblait pas maladif non plus. J'avais seulement un peu mal au cœur parce que pendant toutes ces années, je n'avais jamais répondu à son amour. Cet amour qui avait autrefois effrayé le garçon de 10 à 8 ans que j'étais ne me paraissait plus terrifiant après avoir vécu 2 vies. Il y a autre chose que tu ne sais pas, hâte, elle continuait. Depuis 3 ans, quand tu as insisté pour annuler les fiançailles, j'ai commencé à suivre une thérapie et à prendre des médicaments. Pendant les 2 ans où tu as été dans le coma, ma dose a doublé. La voix d'Ariane était calme, sans le moindre tremblement, comme si elle s'était déjà préparée au pire, prête à accepter n'importe quelle issue. « Joseph, regarde-moi », hâtée, elle dit avec un calme absolu. « Au fond, je suis très faible. Si tu acceptais de rester, je serais heureuse avec toi, mais si un jour tu décidais de partir. Je m'effondrerais probablement complètement, et je ferais peu, être même des choses extrêmes comme avant. Tu es jeune, je ne veux pas gâcher ta vie, et si un jour nous avons un enfant, je voudrais encore moins qu'il grandisse avec une mère malade comme moi. » Après avoir dit ça, elle m'a regardé en silence, comme si elle attendait une sentence finale. J'ai posé la tasse sur la table et j'ai pris doucement sa main tremblante. « Est-ce que ça se guérit ?» ai-je demandé. Ariane est restée immobile un instant, puis a hoché la tête. « Oui, c'est possible. Bien. Ne dis rien, dis-moi juste ce que je dois faire pour te guérir. » Ses doigts ont visiblement tremblé et, après un long silence, elle a murmuré d'une voix à peine audible. « Reste avec moi et ne pars jamais. » Après avoir dit ça, elle a évité mon regard, peu être par peur de trouver dans mes yeux de la pitié ou tout autre sentiment qui pourrait la blesser. La lumière de la pièce éclairait son visage. Je pouvais voir clairement ses lèvres pincées et sa respiration saccadée. Je n'ai rien dit, j'ai juste lâché sa main lentement. À cet instant, j'ai senti son souffle se couper et quand j'ai vu son regard s'éteindre, je me suis penché et je l'ai embrassé doucement sur les lèvres. « Ariane, ai-je murmuré. Demain, nous allons nous enregistrer et nous marier. » Oui. 1 an plus tard, mon corps s'était complètement rétabli et le mariage avec Ariane a eu lieu comme nous l'avions prévu. La veille du mariage, pendant qu'elle disait au revoir aux invités en bas, je suis monté le premier dans la chambre pour prendre une douche et me reposer. C'est alors que j'ai entendu une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps. « Joseph, Joseph, la famille Cruz est un véritable désastre. Il y a 3 mois, ton père adoptif a réussi à divorcer. Il a reçu une grosse somme lors du partage des biens et maintenant il voyage à travers le monde avec des amis. C'est une bonne nouvelle. » J'ai souri. Je suis content de savoir qu'il est toujours en vie et qu'il profite enfin de sa liberté. Oui, de son côté, tout va bien, a continué la voix, mais Véronique est presque devenue folle à cause du divorce. Elle a trop honte pour sortir de chez elle et toute la famille Cruz est dans le chaos. Après ta mort, Véronique a découvert beaucoup de vérités. Pendant les 3 ans où tu étais loin, elle envoyait de l'argent pour toi tous les 3 mois. Mais Victor l'interceptait en secret. J'ai souri avec amertume. Je ne peux pas lui rejeter toute la faute. S'il m'avait vraiment considéré comme son frère, il n'aurait pas permis qu'on m'humilie et me frappe de la sorte. Exactement. Tout le monde sait que Victor était le principal coupable, a dit la voix, et cette fois, les majordomes l'ont violemment battu. Véronique a essayé de les arrêter, et c'est là qu'on a découvert qu'elle et Victor avaient déjà une liaison. Ils voulaient se marier au sein de la famille Cruz, c'est pourquoi ils gardaient ça secret. Mais quand tout a été révélé, Véronique s'est presque évanouie de rage et les a chassés de la maison. Il s'avère que la fille de Victor est Simel. Ce jour-là, elle a eu une allergie aux fruits de mer. Elle n'a pas eu le temps de prendre son médicament et a fini par faire un choc anaphylactique. Sans oxygène, elle a failli mourir. Ils ont réussi à la sauver, mais elle est restée dans le coma. Le coût de son traitement et de sa rééducation est exorbitant et Véronique refuse de payer le moindre centime. L'ex-femme de Victor, en apprenant l'accident de sa fille, lui a coupé toute aide financière. Et maintenant, elle le poursuit en justice pour récupérer la maison qu'elle leur avait cédée. Victor est fini, il a perdu sa réputation et toutes ses connaissances lui tournent le dos. La voix a soupiré avec une certaine pitié. Je suis resté silencieux un instant avant de demander « Vous me racontez tout ça juste pour la famille Cruz, n'est-ce pas ?» « Non », a répondu doucement la voix, « c'est pour Véronique. Depuis que tu es mort, elle a perdu la raison. Peut être que la façon dont tu as décidé de partir l'a détruite. Elle a refusé qu'on t'enterre, a prié dans tous les temples et a fait des choses insensées pour te ramener. Finalement, je ne sais pas comment, mais elle a réussi à me trouver. »« Me trouver pour quoi faire ?» ai-je demandé. « Elle voulait te revoir. Ce n'est pas la peine. » Le silence a duré quelques secondes, et puis la voix, très basse, a ajouté. « Au début,
Au tout début, je pensais la même chose. Dieu a continué, mais Véronique a accepté de passer un marché avec nous. Elle était prête à donner tout ce qu'elle avait juste pour pouvoir te voir une fois de plus, Joseph. À ce moment-là, j'ai pensé à ta femme, Ariane. Elle, au sein du royaume des dieux, est quelqu'un de vraiment exceptionnel. Tellement bonne que même moi et les autres dieux ne supportions pas de la voir mourir jeune, alors j'ai été ému. Et que s'est-il passé ensuite, ai-je demandé. J'ai permis à Véronique d'offrir la moitié de sa vie en échange. Elle a accepté. Sa voix était un peu saccadée, mais j'ai quand même pu entendre la joie trembler dans ses mots. Alors j'ai demandé, Ariane pourra vivre jusqu'à 100 ans, n'est-ce pas? Bien sûr, seulement la décision finale te revient. Acceptes-tu ou non? J'accepte, ai-je répondu sans hésiter. Même pas la moitié d'une vie. Si je le pouvais, je donnerais toute mon existence pour Ariane sans jamais le regretter. Excellent, Harry doucement Dieu. Alors je vais faire les préparatifs pour qu'elle te voie. Je me suis regardé dans le miroir. La peau saine, le visage plein de vie, comme un jeune homme d'à peine 20 ans. J'ai enlevé mon collier et j'ai souri. S'il vous plaît, envoyez une invitation à mon mariage à Véronique. Demain, ce sera la cérémonie entre Ariane et moi. Dites-lui de venir. C'est elle, l'invitée. Ah, et n'oubliez pas de lui rappeler d'apporter un beau cadeau pour la cérémonie de demain. Ariane et moi l'avions déjà décidé. Aucun des invités ne devait apporter de cadeaux ou d'argent, seulement participer à la collecte de charité qui aurait lieu pendant le mariage. Tout ce qui serait récolté serait donné à des régions pauvres pour aider les femmes et les enfants. Pour moi, Véronique n'était plus qu'une étrangère, mais si elle avait encore une quelconque valeur, je n'hésiterais pas à en profiter jusqu'au bout. Ses parents ont pris Ariane par la main et l'ont amenée jusqu'à moi. Il pleurait sans cesse, les larmes coulant sans arrêt. À cet instant, mes yeux se sont aussi embués. Quand Ariane a pris ma main, j'ai vu le bracelet de jade à son poignet briller sous la lumière. Dans cet autre monde, père adoptif devait sûrement être en train de profiter de paysages lointains avec ses vieux amis. En y pensant, le dernier fil qui me reliait à ma vie passée s'est dissous peu à peu. À partir d'aujourd'hui, Joseph et Ariane marcheront ensemble toute leur vie dans ce monde. Je savais que Véronique était toujours assise parmi les invités, mais je ne savais pas dans quelle rangée ni à quelle place exacte, et ça ne m'importait pas non plus. C'était le jour le plus important de ma vie. Je ne voulais laisser aucune place au moindre regret. Quand nous avons fini d'échanger les alliances, Ariane m'a serré dans ses bras et m'a embrassé profondément. Il y a eu un murmure parmi les invités, mais le silence est revenu aussitôt. Du début à la fin, ni Ariane ni moi n'avons regardé une seule fois en direction du public. À la fin de la fête, nous sommes montés dans la voiture en direction de la chambre nuptiale, sans nous rendre compte qu'une voiture noire nous suivait de près. Je savais parfaitement que la personne à l'intérieur était Véronique. Ariane, cependant, ne le savait pas. Même si en matière d'amour elle avait toujours été très perspicace, elle n'a pas tardé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle a pris ma main et l'a serrée si fort que mes doigts ont commencé à me faire mal. « Ariane, qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle n'a pas répondu, elle m'a juste serré fort dans ses bras. Joseph, très fort. Cette nuit-là, nous avions pas mal bu. L'odeur du vin sur son corps était intense, mais étrangement agréable. Joseph, j'ai l'impression de rêver. Hâtée, elle murmurait. Ses yeux, entre confusion et mélancolie, me fixaient. Je n'ai rien dit. J'ai passé mon bras autour de sa taille, je me suis penché vers elle et je l'ai embrassée. Pendant les mois de nos fiançailles, nous avions déjà partagé de nombreux moments intimes, mais Ariane n'était jamais allée jusqu'au bout. Elle le faisait pour moi. Cette femme, peu importe la situation, pensait toujours à moi en premier. Elle ne m'avait pas laissé la toucher juste pour me laisser une porte de sortie, au cas où un jour je le regretterais, au cas où je voudrais faire marche arrière avant le mariage. Mais elle ne savait pas que maintenant, je l'aimais vraiment, profondément. Ariane, arrête de penser à des bêtises. Je l'ai embrassée maladroitement. Un long baiser, si long que nos souffles se sont mêlés. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis un peu écarté et que je lui ai dit « C'est notre nuit de noces. Après cette nuit, même si tu voulais t'éloigner de moi, tu ne pourrais plus, parce que je compte m'accrocher à toi toute ma vie. » Dans la lumière tamisée, Ariane m'a regardé en silence. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant qu'elle ne sourit doucement et ne murmure « Joseph, Joseph, avec toi, je suis prête à tout. » Cette nuit-là, la voiture noire que conduisait Véronique est restée garée toute la nuit devant le manoir où nous célébrions notre mariage. Je ne suis pas sorti la voir, ni n'ai permis au domestique de lui ouvrir la porte. Les lumières de la chambre nuptiale d'Ariane et moi sont restées allumées jusqu'à 2 heures du matin, sans s'éteindre. Tout, sans avoir besoin de mots, était déjà clair. Appuyé contre le cadre de la fenêtre, j'ai baissé la tête. J'ai voulu poser mon visage contre la vitre froide, mais c'est la paume d'Ariane que j'ai rencontrée. Mon front a effleuré la vieille cicatrice qui marquait encore sa main, cette blessure qui l'avait autrefois meurtrie. Sur son bras blessé, il y avait encore des endroits qui n'avaient pas guéri. Je n'ai rien demandé de plus, j'ai seulement déposé un doux baiser sur sa peau. Ariane m'a enlacé par derrière. Mon dos pressé contre sa poitrine, je me suis retourné et j'ai lentement embrassé la peau derrière son oreille. Son souffle brûlant m'enveloppait, et au milieu de nos respirations entremêlées, nous avons fusionné pour ne faire qu'un.
Sa voix tremblante, murmurant mon nom encore et encore, a fait se serrer mon cœur. Une sensation que je n'avais jamais éprouvée, un mélange de peur et d'ivresse. Joseph, comment devrais-je t'appeler maintenant? Ma femme. Après cette passion tumultueuse, mon rythme s'est peu à peu calmé. Ariane souriait, satisfaite, si douce, si tendre qu'elle aurait pu faire fondre n'importe qui. Cette union m'enivrait et me torturait à la fois. Les vagues de plaisir et de vide faisaient battre mon cœur à la folie. Mon amour! Ma voix se brisait entre deux allaitements, se mêlant au son de la pluie printanière derrière la fenêtre. On aurait dit que mon corps se dissolvait lui aussi dans cette pluie, trempé et tremblant aux côtés d'Ariane. Elle a serré ma main, entrelaçant ses doigts avec les miens. « Joseph, est-ce que tu aimes quand je suis comme ça ?» J'ai acquiescé sans réfléchir et Ariane, honteuse, a secoué la tête, mais elle a fini par pleurer doucement et a admis d'une voix étouffée « J'aime ça. Tu me plais énormément, à tel point que mon cœur tremble chaque fois que tu embrasses les marques sur mon cou. » Ariane m'a de nouveau embrassé. Un baiser tremblant, doux comme la brume, mêlant nos souffles et nos battements de cœur, me faisant sombrer dans un rêve sans fin. Joseph, hâté, elle murmurait, sa voix se dissolvant presque dans l'air, « Si tu m'aimes vraiment, resteras-tu avec moi pour toujours ?» J'ai hoché la tête en souriant. « Oui, mon amour !» Et quant à Véronique, Dieu, en vérité, ne l'a pas trompée. Il lui a permis de me voir, mais seulement de me voir, rien de plus. Elle s'est assise au dernier rang de l'église, si loin qu'elle distinguait à peine ma silhouette dans mon costume sombre et élégant, tandis qu'elle voyait les parents d'Ariane se donner le bras et marcher vers l'autel où je les attendais. Véronique a pleuré pendant toute la cérémonie et malgré tout, même en larmes, elle restait d'une beauté douloureuse. À ses côtés se trouvait l'homme qu'elle appellerait bientôt son mari, quelqu'un qui l'avait profondément aimé. Mais durant toute la cérémonie, je ne lui ai pas adressé un seul regard. Pendant la première moitié de la cérémonie, j'ai tenu bon. Ce n'est que lorsque j'ai embrassé Ariane que la corde qui soutenait son cœur s'est rompue. La coupe dans sa main a volé en éclats, les fragments se sont plantés dans sa paume et le sang rouge a coulé entre ses doigts. Un murmure a parcouru l'assistance, mais le silence est vite revenu. Personne n'a osé la regarder trop longtemps, et elle non plus ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Ensuite, elle a conduit sa voiture en silence, suivant le cortège nuptial jusqu'au manoir où nous allions passer notre lune de miel. Elle n'est pas entrée. Elle est restée debout devant le portail, à regarder les lumières de notre chambre qui sont restées allumées toute la nuit, jusqu'à ce que l'aube les éteigne. Véronique est restée là un long moment, jusqu'à ce que même la douleur commence à s'estomper. Elle avait toujours pensé que tôt ou tard je serais l'homme qui resterait à ses côtés toute sa vie. Depuis que j'avais 3 ans, quand j'ai été emmené chez les Cruz, elle a toujours cru que je lui appartiendrais pour toujours. Mais elle n'a jamais imaginé que celui qu'elle avait aimé avec tant de dévotion finirait par s'éloigner d'elle d'une manière si cruelle. Ma chemise blanche était trempée de sang. Mon corps se refroidissait dans ses bras, sans tristesse ni joie, sans prononcer à nouveau son nom. Véronique est tombée dans un rêve délirant sans comprendre pourquoi des années plus tôt elle avait été si impitoyable, pourquoi elle avait écouté les autres et m'avait enfermé dans la montagne pendant 3 ans sans jamais venir me chercher, pas même une seule fois. Il aurait suffi qu'elle vienne une seule fois. Peut-être aurait-elle découvert la vérité. Peut-être y aurait-il encore eu une chance pour nous deux, mais elle n'est pas venue. Durant les années qui ont suivi, Véronique s'est consumée dans sa propre culpabilité jusqu'à ce qu'elle apprenne à lâcher prise. Avant de partir, elle a fait don de tout l'argent qui lui restait à des œuvres caritatives et a vécu 3 ans dans un coin oublié du monde, endurant une grande misère. Une misère telle qu'elle ne pouvait même pas s'acheter une feuille de papier. C'est être pour cela qu'aujourd'hui elle a choisi d'en finir ainsi, car la seule chose qu'elle pouvait encore faire pour moi était de mettre un point final à tout. L'aube se levait, la voiture avançait dans un épais brouillard ramenant Véronique vers son propre monde. Lorsque le brouillard s'est dissipé, elle a vu le visage hagard et déformé de Victor dans la voiture qui venait en sens inverse. Elle a voulu tourner le volant, mais a finalement lâché les mains. Les deux véhicules se sont percutés. Le son du métal se déchirant a empli l'air. Au dernier instant, à ce moment-là, Véronique a eu le temps d'apercevoir une femme inconsciente sur le siège passager de l'autre voiture. Puis tout a été consumé dans une mer de flammes. « C'est bien ainsi, Joseph », pensa Véronique. « Des gens comme nous doivent peu être finir de cette manière. » Dans son dernier souffle, Véronique sentit qu'elle retournait de nombreuses années en arrière. Ce jour-là, Joseph avait à peine 3 ans et son père, cet homme, l'avait amené chez elle. Le garçon timide se cachait derrière les jambes de l'homme et a murmuré d'une petite voix « Bonjour, grande sœur ». Elle avait 16 ans. Elle a tendu la main et le petit garçon, timidement, a posé sa douce petite main dans la sienne. Elle l'a serré fort et a pensé « Cette fois, je ne lâcherai plus jamais la main de Joseph. Fin.